Bonjour, je m'appelle Grégoire Couchois, je suis cardiologue. Je vous propose à travers ces podcasts de vous partager mon univers professionnel et de vous faire découvrir une étonnante machine, votre cœur. À travers des conseils pratiques, des interviews de soignants ou des récits et témoignages poignants de héros du quotidien, ce podcast a pour but de vous toucher en plein cœur. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons continuer notre saga sur le cholestérol et nous allons parler tout particulièrement des statines. Je vais commencer par vous donner les éléments clés que vous allez voir dans l'épisode. Alors, les statines, à quoi servent-elles vraiment? Sont-elles efficaces? Sont-elles dangereuses? On va décortiquer ensemble leur découverte historique, et merci les champignons, les grandes études cliniques, 4S, HPS, ASCOT et Jupiter, leurs bénéfices réels en termes de survie, d'infarctus et d'AVC, également les effets indésirables, myalgie, diabète, foie, mémoire, que faut-il vraiment en penser? Les différences aussi entre les statines, atorvastatine, rosuvastatine, pravastatine, etc. Et les polémiques, à savoir info ou intox sur les statines. Vous comprendrez pourquoi ces médicaments sont si présents en médecine et comment les prescrire ou les refuser, mais en conscience. Il nous reste aussi 4 épisodes à partager ensemble sur cette thématique. Celle d'aujourd'hui abordera une des stars donc de la cardiologie et des maladies vasculaires, et j'appelle donc les statines. Cela méritait un épisode entier qui serait consacré dessus, tellement vous allez apprendre des choses. Le prochain épisode abordera les mesures non médicamenteuses et les différentes règles hygiéno-diététiques, enfin. Le second parlera de ce que les médecins appellent le risque cardiovasculaire global. C'est important car c'est ce qui conditionne la prise en charge globale en termes de prévention cardiovasculaire. Le troisième abordera la fameuse plaque d'athérome, le processus d'athérosclérose que les médecins essayent de faire diminuer, car c'est vraiment cela qui est la manifestation physique des maladies cardiovasculaires pour une très grosse majorité. En dernier lieu, on parlera des différents seuils à partir desquels on considère que le taux de cholestérol est trop élevé et qu'il faudrait donc envisager une prise en charge spécifique. Ce sera le moment de parler des résultats des prises de sang sur le cholestérol et cela sera aussi un peu la synthèse de tout ce que j'ai pu vous expliquer et la réflexion aussi que les médecins adoptent pour justifier justement des traitements. Alors, si tout cela vous intéresse, je vous invite à écouter cet épisode très riche en informations. Allez, c'est parti, pas de jargon incompréhensible, je vais tâcher de vous donner du clair et du concret. Mais avant de commencer, si vous ne voulez pas rater un épisode et en recevoir une notification, je vous invite à vous abonner à l'émission, cela fera aussi grandir la communauté. Explosez également le bouton j'aime sur votre plateforme d'écoute préférée, cela m'aidera énormément et récompensera également le travail que je fais. N'hésitez pas aussi à me faire part dans les commentaires des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, car c'est vous qui faites battre le cœur de ce podcast. Allons-y, faisons un bref rappel quand même des épisodes que vous pourrez retrouver dans les différents liens en haut de la vidéo. Le premier vous expliquait ce qu'était le cholestérol, son rôle dans l'organisme et sa structure. Le lien se trouve ici. Le second permettait de comprendre que le problème dans les maladies cardiovasculaires, ça n'était pas le cholestérol en lui-même, mais plutôt les transporteurs du cholestérol qui se déposent au niveau des artères, que l'on appelle les lipoprotéines. Pareil, vous pouvez retrouver le lien de la vidéo en haut. Le troisième traitait donc des 3 lipoprotéines les plus impliquées dans les désordres autour du métabolisme du cholestérol, LDL, HDL et lipoprotéine petit a, les fameux bons et mauvais cholestérol. Pareil, le lien est en haut de la vidéo. Et le quatrième, consacré donc à la synthèse du cholestérol par le foie, le rôle de l'alimentation, notamment du sucre, dans l'hypercholestérolémie et contre toute attente vis-à-vis des graisses animales qui sont trop souvent mises en avant. Et encore une fois, vous pouvez retrouver le lien de la vidéo. Le dernier parlait, lui, donc des traitements médicamenteux pour faire baisser le LDL cholestérol, statine, ézétimib, anti-PCSK9,
sans oublier les plus anciens et les petits nouveaux comme l'acide bempédoïque. Également, le lien est en haut de la vidéo. Aujourd'hui, on va donc parler des statines. Alors préparez-vous, le parcours est fascinant. Mais avant de vous faire découvrir tout cela, je vais essayer d'instituer quelque chose qui me tient à cœur, et ça pourrait s'appeler la minute réponse à vos questions. Et aujourd'hui, je vais répondre à la question suivante qu'on m'a posée. Pourquoi parle-t-on toujours des médicaments pharmaceutiques contre le cholestérol et pas des solutions naturelles ou du sport? Alors, tout d'abord, merci pour cette excellente question. Elle revient souvent et ça mérite en tout cas une réponse nuancée. Tout d'abord, il faut bien comprendre ce que l'on vise quand on traite le cholestérol. Évidemment, on ne traite pas un chiffre sur une prise de sang, mais un risque cardiovasculaire. Autrement dit, les médecins vont essayer de prévenir des infarctus, des AVC, et tout cela, ça implique, en termes de qualité de vie et d'espérance de vie, des mesures. Donc oui, l'activité physique régulière, l'alimentation adaptée, la bonne hygiène de vie, c'est extrêmement important et ça a un impact très important sur la santé cardiovasculaire. Ça va bien au-delà du simple chiffre du cholestérol. Et en ce sens, ce sont des traitements à part entière qu'on appelle parfois même des médicaments non médicamenteux. Dans l'alimentation, on va même parler d'alicaments. Et je suis le premier à le dire, marcher 30 minutes par jour, minimum, arrêter de fumer, mieux dormir, manger moins de produits ultra transformés, c'est probablement plus puissant que n'importe quelle pilule, réellement. Mais dans certaines situations, ça ne suffit pas, notamment quand votre LDL cholestérol est très élevé, comme par exemple dans les hypercholestérolémies familiales, quand il y a eu un infarctus du myocarde ou un AVC, et dans ce cas, le risque est tel qu'on n'a pas le droit à l'erreur et donc il n'y a pas de seconde chance, ou encore quand malgré tous les efforts, les chiffres restent trop hauts par rapport au risque global. Et c'est vraiment cette notion de risque qui est important. C'est donc là que les médicaments pharmaceutiques comme les statines, les étimib ou d'autres plus récents ont montré scientifiquement qu'ils réduisaient les risques de récidive ou d'événements cardiovasculaires majeurs. Il ne s'agit donc pas de faire baisser un chiffre pour faire joli, mais c'est vraiment pour éviter des drames. Et donc cela, les études avec des milliers de patients l'ont prouvé depuis plus de 30 ans maintenant. Alors, pourquoi on en parle autant? Parce que c'est ce qu'on prescrit quand les approches naturelles ne suffisent pas ou quand le temps presse. Ça ne veut jamais dire que l'hygiène de vie n'a pas d'importance, bien au contraire, ça reste toujours la base. Et c'est toujours ce que votre médecin va mettre en avant. Ça viendra en tout cas avant, pendant et après tout traitement. Et puis, attention à ne pas tomber dans l'illusion que naturel égale sans danger ou efficace par définition. Le cholestérol, il ne disparaît pas avec du jus de citron ou une tisane et il y a plein de promesses miracles qui souvent ne tiennent pas. Donc, personnellement et en tant que médecin, je crois profondément que la santé du cœur, elle se joue à la fois dans l'assiette, dans les baskets et parfois aussi dans une boîte de médicaments. L'essentiel, c'est de personnaliser le traitement en fonction du profil de risque et des préférences de chacun. Et ça se discute toujours avec un médecin. Continuez aussi à me poser vos questions et j'en choisirai une pour le prochain épisode. Donc, à vos claviers. Allez, on va commencer l'épisode. Je vais donc vous parler aujourd'hui des statines. Leur histoire, les bénéfices, les effets indésirables aussi, et les controverses. En gros, un vrai polar, vous allez voir. Les statines, ce sont des médicaments qui font beaucoup parler d'eux en cardiologie. Vous en avez peut-être entendu parler comme des pilules anti-cholestérol qui sont capables de prévenir les infarctus et les accidents vasculaires cérébraux. Elles ont été découvertes il y a quelques décennies et elles figurent aujourd'hui parmi les médicaments les plus prescrits dans le monde avec plus de 200 millions d'utilisateurs au quotidien. Rien que ça. Leur efficacité pour réduire donc le mauvais cholestérol que l'on appelle le LDL et pour protéger le cœur n'est plus à prouver. Et elle suscite encore des questions, des inquiétudes sur d'éventuels effets secondaires et même des polémiques médiatiques. Donc dans cet épisode, on va explorer ensemble les statines en profondeur, d'une manière accessible et pédagogique, tout en restant scientifiquement rigoureux
c'est important. On va commencer par un retour tout d'abord sur l'histoire fascinante de leur découverte. Est-ce que vous saviez que c'est en étudiant des champignons que des chercheurs ont mis la main sur la première statine? Ensuite, on passera en revue les grandes études cliniques fondatrices qui ont démontré leurs bénéfices, les essais cliniques au nom parfois un peu énigmatiques comme 4S, HPS, Jupiter ou ASCOT, dont on expliquera les résultats marquants en termes simples. On va aborder aussi la question délicate des effets indésirables, en partie les troubles musculaires dont on parle souvent, en expliquant pourquoi et comment ces effets peuvent survenir. On fera également un tour d'horizon des principales statines sur le marché, simvastatine, atorvastatine, rosuvastatine et les autres. Le but, c'est de comprendre leurs différences en termes d'action, de puissance, de tolérance et d'utilisation. Enfin, on ne pourra pas éviter le sujet des controverses autour des statines, pourquoi ces médicaments ont fait l'objet de débats publics animés, quelle position certains médecins ou médias ont pu prendre, comment le public a perçu ces polémiques et surtout, comment la communauté scientifique y a répondu pour rétablir les faits. Aujourd'hui, on parle vraiment de fake news et c'est un vrai problème en santé. Attachez vos ceintures pour ce voyage à travers l'histoire et la science des statines. En tout cas, je l'espère raconter de façon vivante, mais toujours précise. Introduction terminée, entrons dans le vif du sujet. Alors, l'histoire des statines. Elle commence dans les années 70 et elle a l'air, en tout cas, d'un roman scientifique. À cette époque, on sait déjà que le cholestérol élevé est lié aux maladies cardiovasculaires et les chercheurs, en tout cas, tentent de trouver des moyens de faire baisser ce cholestérol. C'est un biochimiste japonais, le professeur Akira Ando, qui va avoir une intuition géniale. Il est inspiré par la découverte de la pénicilline, vous savez, cet antibiotique qui a été trouvé dans une moisissure. Et Ando se dit que peut-être certains champignons peuvent produire une substance qui serait capable d'inhiber l'enzyme clé de la fabrication du cholestérol qui s'appelle, comme vous le savez, l'HMG-CoA réductase. Autrement dit, il cherchait une sorte d'antibiotique un peu anti-cholestérol en quelque sorte. Ando et donc son équipe testent des milliers de souches de champignons. Après des mois de recherche acharnée sur plus de 3800 cultures, bingo, en 73, ils isolent dans un champignon le Penicillium citrinum, une sorte de molécule puissante qu'ils vont appeler la compactine ou mévastatine. C'est la première statine de l'histoire, un inhibiteur de l'HMG-CoA réductase issu d'une moisissure. Ando va publier la découverte en 76. Au début, les résultats sur les animaux sont mitigés. La compactine ne baisse pas le cholestérol chez le rat lors des premiers tests, ce qui déçoit quand même les chercheurs, mais ils persistent et ils finissent par montrer que cette statine naturelle réduit fortement le cholestérol chez des poules, puis chez le chien et le singe. Et là, l'espoir renaît. Toutefois, le chemin est semé d'embûches. En 1980, un coup dur survient. À très haute dose, la compactine semble provoquer des cancers, notamment des lymphomes, chez les chiens de laboratoire. Par précaution, le laboratoire japonais d'Ando va suspendre le développement. Et à ce moment-là, un grand laboratoire américain, Merck, travaillait de son côté sur une molécule très proche qui s'appelle la lovastatine, également issue d'un champignon. Ils sont effrayés par les problèmes de la compactine et eux aussi, ils vont mettre leur projet en pause. Heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Merck décide de reprendre les recherches sur la lovastatine après avoir constaté des baisses spectaculaires de cholestérol chez quelques patients qui ont été évidemment testés, et ils vont relancer des études approfondies, testant la toxicité sur le long terme chez l'animal à des doses plus raisonnables, et finalement ils ne retrouvent pas de toxicité grave ni de cancer. Ouf, les feux sont au vert, et on va pouvoir l'utiliser alors chez l'homme. En 87, la lovastatine devient donc la première statine commercialisée au monde. Elle a été approuvée par la FDA, la Food and Drug Administration, aux États-Unis, et c'est une révolution en cardiologie. Pour la première fois, on dispose d'un médicament capable de faire baisser nettement le cholestérol LDL en bloquant sa production au niveau du foie. À partir de là, tout s'accélère.
La fin des années 80, les années 90 voient arriver donc sur le marché d'autres statines, la simvastatine et la pravastatine, qui sont dérivées de molécules naturelles, elles aussi développées à partir de la compactine. Puis plus tard, atorvastatine, fluvastatine, etc. Les doses efficaces sont faibles, il suffit de quelques milligrammes, et ces médicaments vont montrer une puissance inédite pour réduire le cholestérol sanguin. Très vite, la question va se poser. Baisser le cholestérol, c'est bien, mais est-ce que ça sauve réellement des vies et est-ce que ça prévient des infarctus? Pour y répondre, de grandes études cliniques vont être lancées à travers le monde dès les années 80, à la fin des années 80, et justement, on va découvrir donc des essais cliniques fondateurs qui ont fait la renommée des statines. Il y a donc plusieurs essais cliniques à large échelle qui ont marqué un tournant en démontrant sans ambiguïté le bénéfice des statines en prévention des maladies cardiovasculaires. On va donc passer en revue quelques-unes des plus emblématiques, à savoir 4S, HPS, ASCOT et Jupiter, pour ne citer qu'elles évidemment, puisqu'il y en a beaucoup d'autres, mais en tout cas elles ont été très impactantes, et ne vous laissez pas intimider par ces acronymes, on va expliquer de quoi il s'agit et ce que l'on en a appris, chiffres clés à l'appui. Tout d'abord, l'étude 4S. On est en 1994, c'est la première preuve que les statines sauvent des vies. 4S, c'est le véritable pavé dans la mare. 4S, c'est Scandinavian Simvastatin Survival Study. En 1994, c'est la première grande étude qui a montré que donner une statine, ça peut prolonger la vie des patients coronariens. L'étude 4S, elle a enrôlé 4444 patients, vraiment pour rester dans le chiffre 4, en Scandinavie, tous ayant un cholestérol élevé et une maladie coronarienne connue, à savoir de l'angine de poitrine ou un antécédent d'infarctus. La moitié reçoit de la simvastatine, 20 à 40 mg par jour, et l'autre moitié reçoit un placebo, et on va les suivre en moyenne sur 5,4 années. Les résultats publiés dans The Lancet ont fait l'effet d'une bombe, littéralement. La mortalité totale a été réduite de 30% dans le groupe sous simvastatine par rapport au placebo, 8,2% de décès contre 11,5%. Dit autrement, environ un patient sur 30 a évité de mourir pendant la durée de l'étude grâce à la statine, et on parle d'un nombre de sujets à traiter de 30 sur 5 ans pour éviter un décès. Ce n'est pas tout. Les décès d'origine coronaire, à savoir des crises cardiaques fatales, ont diminué de 42%, à savoir 5 versus 8,5%, et les infarctus non mortels de 39%. Même les besoins en opération pour déboucher les artères, à savoir les chirurgies de pontage et aussi les angioplasties en cardiologie interventionnelle, ont chuté d'un tiers. Et cela sans excès d'effets secondaires graves par rapport au placebo. On peut dire que la simvastatine a été bien tolérée et cela a confirmé la sécurité du traitement. En clair, 4S, ça a apporté la preuve que moins de cholestérol égale moins de morts chez les patients qui sont à haut risque. Et c'était la première fois qu'un médicament hypocholestérolémiant montrait une telle réduction de mortalité, là où des traitements plus anciens n'avaient pas réussi. Ça n'était donc pas étonnant que l'étude 4S ait été saluée comme un tournant, et elle a fait taire bien des sceptiques. Elle a ouvert la voie à une utilisation généralisée des statines en prévention secondaire, c'est-à-dire chez les personnes qui ont déjà eu une maladie cardiaque établie. Et pour l'anecdote, l'étude a été arrêtée un peu plus tôt que prévu, tellement la différence de mortalité était nette, ce qui posera évidemment plus tard quelques questions. Certains critiques vont dire même qu'il y avait des biais, et on pourra y revenir dans les controverses. Passons à l'étude HPS. On fait un bond en 2002, et là, ça concerne 20 000 patients qui vont donc confirmer le bénéfice à grande échelle. Après 4S, d'autres essais vont continuer d'explorer les bénéfices des statines. Parmi eux, l'un des plus importants, c'est HPS pour Heart Protection Study. On est donc en 2002.
Ici, on fait encore plus grand. Il y a plus de 20 500 participants au Royaume-Uni, ce qui en fait une des plus grosses études jamais menées en cardiologie. Et HPS s'intéressait à des patients à haut risque de maladies cardiovasculaires, incluant non seulement des personnes avec des antécédents cardiaques, mais aussi des diabétiques et des personnes qui ont aussi une artérite des jambes ou qui ont eu un AVC, et même des sujets âgés de plus de 70 ans qui seraient hypertendus. Bref, on essaye d'avoir un large éventail de situations à risque, et tous ces participants ont été randomisés pour recevoir soit 40 mg de simvastatine par jour, soit un placebo, et ils vont être suivis en moyenne sur 5 ans. Le résultat principal, la statine a réduit de façon significative le risque de faire un événement vasculaire majeur, infarctus, AVC ou revascularisation d'environ 25% par rapport au placebo. En 5 ans, le traitement a évité de tels événements graves chez un patient sur 5 environ. Et pour donner quelques chiffres concrets, grâce à la statine, on a évité 100 événements graves pour 1000 patients ayant déjà fait un infarctus, 70 pour 1000 diabétiques ou pour 1000 personnes avec des artères au niveau des jambes bouchées sur la période de suivi. Ces résultats, ils vont montrer une baisse d'un tiers environ des crises cardiaques et des AVC dans à peu près tous les sous-groupes étudiés. Et fait remarquable, même les patients qui au départ n'avaient pas un cholestérol très élevé ont bénéficié de la statine. Il n'y avait donc pas de seuil en dessous duquel le traitement devenait inutile. Par exemple, des personnes qui avaient un LDL relativement normal, comme 1,2 g par litre, ont tout de même vu leur risque diminuer sensiblement. On en a conclu que ce qui comptait, c'était le niveau de risque cardiovasculaire global du patient et pas seulement son chiffre de cholestérol. Vous voyez qu'à l'époque déjà, on ne cherche pas à mettre des statines pour mettre des statines et faire baisser un LDL, mais c'est vraiment par rapport à des profils de risque, limiter le risque de développer des accidents cardiovasculaires. Et ça tient encore. HPS a donc élargi l'horizon. On pouvait envisager de traiter préventivement bien plus de monde qu'avant, y compris des diabétiques ou des sujets âgés sans infarctus préalable, pour peu qu'ils aient des facteurs de risque. En termes de mortalité, HPS a montré une baisse d'environ 12 à 13% du risque de décès toute cause sous statine par rapport au placebo, ce qui correspond à environ 2% de mortalité absolue en moins sur 5 ans, soit ce qu'on appelle un NNT, c'est-à-dire le nombre de patients à traiter, d'environ 55 pour éviter un décès. Ça n'était pas aussi spectaculaire que 4S en apparence, parce que dans HPS, beaucoup de participants étaient en prévention primaire, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas eu d'accident cardiovasculaire cliniquement. Donc, leur risque de base était un peu plus faible. Mais en tout cas, ça a confirmé que globalement, traiter 5 ans avec une statine, ça sauve des vies. De plus, HPS a renforcé le profil de sécurité des statines. Pas de signal de toxicité inattendue n'est apparu malgré la grande taille de l'essai, et on n'a pas constaté d'effets négatifs sur d'éventuels cancers ou autres problèmes non cardiovasculaires sur la durée étudiée. Pour résumer, HPS a établi que toute baisse substantielle du LDL est bénéfique, quel que soit le patient à haut risque, et chaque réduction d'environ 1 millimol par litre de LDL, soit 0,4 g par litre, entraîne typiquement une baisse d'environ 20 à 25% du risque d'accident cardiovasculaire majeur. C'est vraiment significatif. Et ce chiffre, 20% de risque en moins par tranche de millimol par litre, il est ressorti également dans des méta-analyses qui vont combiner de nombreuses études. En pratique, cela a conforté l'idée que plus le LDL est bas, mieux c'est, et les anglo-saxons disent « lower is better ». Ça, c'est pour prévenir les infarctus et les AVC, évidemment, tant que le patient tolère bien le traitement. Passons donc à 2003, on va parler de l'étude ASCOT, LLA. Donc c'est une étude qui va être là pour être étudiée en prévention chez l'hypertendu à risque. On poursuit donc les grands essais cliniques et là on cible davantage la prévention primaire chez des personnes qui n'ont pas encore fait d'accident cardiovasculaire. Cette étude, ASCOT LLA pour Anglo-Scandinavian Cardiac Outcome Trial, Lipid Lowering Arm, elle est publiée en 2003. Cette étude, elle est intéressante car elle a évalué l'effet d'une statine chez des patients hypertendus qui présentent plusieurs facteurs de risque mais sans cholestérol très élevé.
En quelque sorte, c'était un test de prévention élargie, à savoir, est-ce que l'on peut prévenir des infarctus chez des gens qui sont à moindre risque, en tout cas à risque modéré par rapport aux précédents, en traitant, même si leur cholestérol n'est pas extrême. L'étude Ascot, elle a recruté plus de 10 000 patients entre 40 et 79 ans qui avaient de l'hypertension artérielle et au moins 3 facteurs de risque cardiovasculaire, tabagisme, surpoids, antécédents familiaux, etc. Je les détaillerai dans d'autres émissions. Mais en tout cas, ils avaient un cholestérol total modéré, en dessous de 2,5 grammes par litre de total. Tous recevaient un traitement antihypertenseur et parallèlement, on a randomisé la moitié d'entre eux à recevoir de la torvastatine 10 mg par jour versus un placebo. L'objectif, en tout cas principal, c'était de voir une différence sur les crises cardiaques, à savoir les infarctus non fatals ou les décès d'origine coronaire. L'essai devait durer 5 ans et il a été arrêté prématurément au bout de 3,3 années lorsque les analyses ont montré un bénéfice clair dans le groupe atorvastatine. L'étude Ascot a démontré une réduction de 36% des infarctus du myocarde fatals et non fatals chez les patients traités par atorvastatine par rapport au placebo. En chiffre absolu, 1,9% des patients sous statine ont fait un infarctus ou décès coronaire contre 3% sous placebo sur la période, donc un événement évité pour 90 patients traités pendant 3 ans. C'est considérable pour de la prévention primaire, d'autant que le taux de cholestérol moyen initial n'était pas énorme, autour de 2,5 grammes par litre de cholestérol total. Et évidemment, aujourd'hui, on va cibler davantage le LDL cholestérol, mais en tout cas, à l'époque, c'était le chiffre retenu. La torvastatine, elle a baissé le LDL d'environ 1,1 mmol par litre en moyenne dans l'étude, ce qui correspond bien à la baisse de risque observée et donc cohérente avec la fameuse règle des 20% de risque en moins par millimol par litre de LDL. Outre les infarctus, Ascot a aussi noté une baisse significative des AVC et des accidents cardiovasculaires totaux. Par exemple, les accidents vasculaires cérébraux étaient réduits d'environ 27%, bien que cette réduction n'ait pas atteint le seuil de signification statistique dans l'analyse initiale. Le risque cardio global, incluant infarctus, AVC, revascularisation, etc., a baissé d'environ 20%. Fait notable, il n'y avait pas de différence de mortalité totale significative entre les deux groupes à 3,3 années, 3,6% contre 4,1%, ça n'était statistiquement pas concluant. Et c'est logique, vu le suivi qui était plus court et le risque absolu plus faible de cette population par rapport aux études précédentes. Toutefois, Ascot a été perçu comme un succès retentissant. Pour la première fois, on montrait qu'un hypertendu moyennement à risque tirait un bénéfice important d'une statine préventive, même sans hypercholestérolémie sévère, et ce résultat a contribué à faire évoluer les recommandations. On a commencé à proposer les statines en prévention primaire chez des patients à risque cardiovasculaire élevé, par exemple un patient hypertendu qui va cumuler d'autres facteurs de risque, et plus seulement en tout cas les personnes qui avaient un cholestérol élevé. Ascot a en quelque sorte annoncé l'ère de la prévention cardiovasculaire basée sur le niveau de risque global plutôt que sur un seul paramètre qui était à l'époque le cholestérol LDL. Passons à une étude intéressante qui s'appelle Jupiter, a pour but donc d'étudier la prévention chez des patients qui ont une CRP, qui est une protéine d'inflammation élevée. On va terminer ce tour d'horizon par une étude qui a fait couler beaucoup d'encre, l'essai Jupiter. Elle est publiée en 2008, son nom complet c'est Justification for the Use of Statins in Prevention, an Interventional Study Trial Evaluating Rosuvastatin. Ça indique qu'il s'agissait de tester une statine, la rosuvastatine, en prévention primaire, mais avec une particularité. Jupiter a ciblé des personnes qui n'avaient pas un cholestérol élevé, mais qui présentaient un marqueur d'inflammation dans le sang, à savoir la CRP ultrasensible au-dessus de la normale. Pourquoi ce choix ? Parce que l'inflammation, c'est un facteur de risque cardiovasculaire émergent et l'idée, c'était de voir si, même sans hypercholestérolémie classique, une statine pouvait apporter un bénéfice chez des sujets qui étaient apparemment sains, mais avec une inflammation de bas grade. L'étude Jupiter, elle a recruté 17 802 personnes, des hommes de plus de 50 ans et des femmes de plus de 60 ans,
qui n'avaient pas d'antécédents cardiovasculaires et qui avaient un LDL, en tout cas cholestérol, inférieur à 1,3 g par litre, donc normal, mais une CRP ultra sensible supérieure à 2 mg par litre, ce qui est au-dessus de la norme. Ces participants ont été randomisés, à savoir soit ils prenaient 20 mg de rosuvastatine par jour, soit ils prenaient un placebo. L'essai devait durer 4 ans, mais là encore, il a été interrompu prématurément au bout de 1,9 ans seulement, car les résultats étaient déjà très en faveur de la statine. Que montrait donc Jupiter? Qu'en un peu moins de 2 ans de traitement, le groupe rosuvastatine a vu le LDL cholestérol chuter d'environ 50% en moyenne, avec la rosuvastatine qui est très puissante, et la CRP a également diminué d'environ 37%, ce qui prouve un effet anti-inflammatoire indirect des statines. Surtout, il y a eu une réduction très importante du risque d'événements cardiovasculaires majeurs. Le critère principal, combinaison d'infarctus, d'AVC, de revascularisation, d'angor instable, de décès d'origine cardiovasculaire, a été réduit de 44% par la statine par rapport au placebo. En chiffres absolus, cela correspondait à un taux d'événement de 0,77 pour 100 personnes par an sous statine, contre 1,36% sous placebo. Autrement dit, sur 2 années environ 2,8% des patients placebo ont eu un accident cardiovasculaire contre 1,4% des patients traités, soit un événement évité pour 120 patients traités pendant 1,9 années. C'est un bénéfice relatif impressionnant, bien qu'en valeur absolue, l'avantage paraisse modeste du fait du suivi court. En examinant séparément, l'infarctus du myocarde a été réduit de plus de 50% et l'AVC de près de 50% également sous rosuvastatine. L'étude a même montré un bénéfice sur la mortalité totale avec 20% de décès en moins, à savoir 3% versus 3,7% sur la période, et la différence était significative. Toutefois, Jupiter a aussi mis en lumière un aspect moins positif. Il y avait un léger excès de nouveaux cas de diabète observés dans le groupe statine par rapport au placebo, environ 2,8% versus 2,3%, et on reparlera de cet effet indésirable potentiel des statines. Jupiter a fait grand bruit, car elle suggérait qu'élargir encore les indications des statines à des personnes qu'on n'aurait pas forcément traitées d'emblée selon les critères habituels, puisque leur LDL était normal, eh bien, certains y voyaient la preuve qu'on pouvait, grâce à un test de CRP, identifier des individus à risque caché qui bénéficieraient d'une statinothérapie, si on peut dire, préventive. D'autres ont critiqué l'étude en soulignant qu'elle avait été financée par le fabricant de la rosuvastatine et stoppée tôt, ce qui pouvait exagérer l'ampleur du bénéfice relatif. Effectivement, avec un suivi si court, le risque absolu de bénéfice restait évidemment petit, un NNT, un nombre à traiter de patients d'environ 120 sur 2 ans, qu'on pouvait estimer à environ 25 sur 5 ans en extrapolant. Et les éditoriaux parus dans le New England Journal of Medicine et le BMJ, qui avaient appelé à la prudence, disaient en substance « Ne nous précipitons pas pour doser la CRP chez tout le monde et mettre des statines partout en prévention primaire. Attendons des confirmations. » Il n'en restait pas moins que Jupiter a été un jalon important qui confirmait qu'abaisser le LDL, même chez des gens qui avaient une normocholestérolémie, si on peut dire, réduisait les événements cardiovasculaires si ces personnes étaient à risque, ici identifiées par une CRP élevée, qui est un marqueur d'inflammation. Et par la suite, les guidelines ont intégré en option le dosage de la CRP pour affiner l'évaluation du risque chez certains patients, sans en faire pour autant un passage obligé. Jupiter a également relancé le débat sur le rapport bénéfice-risque des statines en prévention très large, un débat que nous retrouverons également dans la partie controverse. En résumé, on vient de voir 4 études marquantes, mais évidemment il y en a eu beaucoup d'autres qui ont toutes globalement confirmé l'efficacité des statines, et ça n'est plus à démontrer réellement. Pour ne citer que quelques noms, il y a aussi Woskop en 1995, qui a été la première à montrer qu'une statine, la pravastatine, réduisait les infarctus chez les hommes sans antécédents, avec une baisse de 31% du risque de crise cardiaque en prévention primaire. L'étude CARE en 1996 et l'étude LIPID en 1998 ont confirmé en post-infarctus
l'effet salvateur de la pravastatine, même chez des patients à cholestérol modérément élevé. Prosper en 2002 a montré un bénéfice chez les patients plus âgés. TNT en 2005, IDEAL en 2005 également ont exploré des fortes doses, etc. Grâce à toutes ces études, on estime qu'au total, plus de 300 000 patients ont été étudiés dans des essais randomisés avec statine, et la conclusion générale est limpide. Les statines réduisent significativement le risque d'événements athéromateux majeurs. Tous les mots sont importants: infarctus, AVC et décès cardiovasculaires, et même la mortalité totale dans nombre de situations. Et plus on les utilise longtemps chez un patient à risque, plus le bénéfice s'accumule. Alors bien sûr, aucun traitement n'est parfait ni sans risque, et c'est ce que l'on va aborder maintenant, à savoir les effets indésirables des statines, en particulier tout ce qu'on entend sur les douleurs musculaires. Comme tout médicament, les statines peuvent entraîner des effets indésirables. La bonne nouvelle, c'est que des décennies d'études et de pharmacovigilance montrent qu'elles sont globalement très sûres pour la plupart des patients, mais il est vrai qu'il y a certains effets secondaires qui existent et qui méritent d'être expliqués, d'autant qu'ils sont au cœur de nombreuses inquiétudes de la part des patients, et c'est légitime. Parlons d'abord donc de ce que l'on parle le plus, à savoir les symptômes musculaires sous statine, c'est-à-dire des douleurs musculaires, des crampes, des sensations de faiblesse qui peuvent éventuellement être liées au traitement. Et ensuite, on abordera les autres effets indésirables, notamment sur le foie, le diabète, etc. Et surtout, ce qu'en disent les données de la science. Alors, les problèmes musculaires, les myalgies, les myopathies et compagnie, on va les détailler. Les statines, elles donnent des courbatures. J'ai des douleurs dans les jambes avec ce traitement. C'est un refrain qui est fréquent chez certains patients. Et que disent les faits? C'est indéniable que des symptômes musculaires peuvent survenir avec les statines, mais il faut quantifier ce phénomène et ça reste en tout cas délicat. En effet, tout le monde n'utilise pas la même définition de ces douleurs musculaires et surtout, c'est parfois difficile de démêler si la douleur vient vraiment de la statine ou s'il y a autre chose. En vieillissant, on peut avoir de l'arthrose, on peut avoir une fibromyalgie, on peut avoir fait des efforts physiques, il y a plein de situations qui peuvent donner des douleurs musculaires. Et donc, que dit la science? Dans les essais cliniques contrôlés, c'est-à-dire en double aveugle, le traitement contre placebo, eh bien, l'incidence des myopathies sévères, à savoir douleur avec élévation des CPK, qui est l'enzyme musculaire et qui traduit au niveau de la prise de sang une souffrance des cellules musculaires, eh bien, elle est assez faible, de l'ordre de 1 à 5% tout au plus, et elle est souvent proche de celle observée sous placebo. En revanche, dans les enquêtes de vie réelle ou des études observationnelles, les chiffres rapportés de douleurs musculaires chez les personnes sous statine sont beaucoup plus élevés et certaines études de cohorte parlent de 10%, jusqu'à même parfois 20 à 30% des patients qui vont se plaindre de ces symptômes musculaires. Par exemple, il y a une étude française qui s'appelle PRIMO, PRIMO, qui est une étude observationnelle. Elle a rapporté qu'environ 11% des utilisateurs de statine éprouvaient des troubles musculaires, toute intensité confondue, donc 4% étaient assez gênants pour limiter les activités quotidiennes et 0,4% de cas très sévères qui obligeaient le patient à rester alité. On voit donc l'écart, 11% en vie réelle contre 5% au moins en tout cas dans les essais contrôlés. Pourquoi une telle différence? Eh bien, en grande partie parce que dans la vraie vie, il peut y avoir un effet nocebo. Le simple fait de savoir qu'on prend une statine et que ça peut donner des douleurs, ça va amplifier l'attention aux moindres douleurs et ça va amener à les attribuer aux médicaments. On voit souvent ça en pratique clinique quand on instaure un médicament, que les patients décrivent des symptômes. C'est pas toujours évident de faire la part des choses entre ce qui est objectif et subjectif. Et donc, il y a des études astucieuses qui l'ont montré. Par exemple, il y a un essai en crossover publié en 2020 qui s'appelle l'étude Sanson. Elle a révélé que la plupart des symptômes rapportés sous statine étaient également rapportés sous placebo. Ça suggérait qu'une bonne part n'était pas due à la molécule en elle-même. Toutefois, il reste un petit pourcentage de patients chez qui la statine induit véritablement une myalgie, c'est-à-dire une douleur musculaire ou une faiblesse musculaire intolérable, et elle existe. Ça n'est pas dans la tête des patients, cet effet existe. Comment une statine peut donc faire mal aux muscles?
La question, elle a longtemps intrigué les chercheurs et on commence un peu à mieux comprendre quels sont les mécanismes possibles. Le point de départ, c'est que les statines bloquent la voie de fabrication du cholestérol, la voie du mévalonate, comme vous le savez, pour l'avoir vu ensemble dans un précédent épisode, et pas uniquement dans le foie, mais potentiellement aussi dans les muscles et d'autres tissus qui contiennent cette protéine et cette enzyme. Or, cette voie produit en plus du cholestérol d'autres molécules importantes pour les cellules musculaires, les isoprénoïdes, le coenzyme Q10 qu'on appelle l'ubiquinone et le dolicol, etc. Enfin, il y a plusieurs molécules et en bloquant l'HMG-CoA réductase, les statines vont diminuer la disponibilité de ces composés. Plusieurs conséquences possibles. Les membranes des cellules musculaires pourraient devenir un peu plus fragiles ou instables car le cholestérol est un composant structurel des membranes. Imaginez une paroi qui va perdre un peu ses renforts. Cela peut perturber le fonctionnement des canaux ioniques dans le muscle et en particulier la régulation du calcium. La baisse du mévalonate, cette molécule, donc, va entraîner une diminution du coenzyme Q10 dans les mitochondries musculaires. Or, ce coenzyme Q10 est crucial pour la production d'énergie. C'est un maillon de la chaîne respiratoire. Je ne vais pas rentrer dans la biochimie, mais moins de coenzyme Q10 dans les mitochondries vont donc entraîner moins d'ATP, qui est donc l'énergie de base, et donc un muscle qui peut s'épuiser plus vite et notamment se plaindre à travers des douleurs ou des faiblesses. On a aussi observé qu'avec certaines statines, il peut y avoir une perturbation de l'homéostasie du calcium dans la fibre musculaire, ce qui va mener à un excès de calcium dans la cellule au repos. Et donc, trop de calcium intracellulaire va activer des enzymes dégradatives, des calpaïnes et des voies d'apoptose, à savoir de suicide cellulaire dans les fibres musculaires, en particulier les fibres à contraction rapide. Ça pourrait expliquer des phénomènes de fonte musculaire ou de douleur. De plus, il existe d'importantes variations de concentration de statine dans le sang selon les individus à cause de différences génétiques dans le métabolisme ou le transport du médicament. Par exemple, une mutation du gène SLCO1B1, qui est un transporteur hépatique, expose à des taux plus élevés de statine circulante et donc à plus de risque de myopathie. Ainsi, chez certains, la concentration musculaire de statine est très élevée par rapport à la moyenne. Les cellules musculaires peuvent être plus facilement fragilisées. C'est ce qui explique que la même dose peut être tolérée par l'un et pas par l'autre. Au final, le tableau des effets musculaires des statines va d'un extrême à l'autre. Le plus souvent, il n'y a aucun symptôme notable, c'est heureusement la majorité des cas. Parfois, on observe de simples myalgies diffuses, des douleurs musculaires type courbature, sans élévation des enzymes musculaires, ce qui sont donc gênantes mais pas dangereuses. Plus rarement, on peut avoir une myopathie avec une augmentation des CPK, créatine phosphokinase, qui va signifier une réelle souffrance musculaire qui va être objectivable. Et dans ce cas, on va arrêter le traitement. Et à l'extrême, ce qui est rarissime, il y a quelques cas par dizaines de milliers de patients, une rhabdomyolyse sévère qui peut survenir, c'est-à-dire une destruction massive du muscle associée à un risque d'insuffisance rénale aiguë. Eh bien, cette rhabdomyolyse sous statine seule, elle est exceptionnelle aux doses standards avec un risque bien en dessous de 0,1%. Mais il y a eu en effet des cas médiatisés, souvent liés à des surdosages ou à des interactions médicamenteuses, par exemple en combinant une statine avec certains antibiotiques ou avec un fibrate comme le gemfibrozil, qui vont augmenter beaucoup le risque de rhabdomyolyse. C'est donc pourquoi les médecins sont prudents avec les associations de médicaments et recommandent aux patients en tout cas de toujours signaler une douleur musculaire intense, surtout si elle s'accompagne de fatigue, de fièvre ou d'urine foncée, puisque ces protéines et ces enzymes vont se retrouver dans les urines. Que faire si on a mal aux muscles avec une statine? La première étape, c'est d'en parler à votre médecin, au lieu d'abandonner le traitement tout seul. Évidemment, on peut doser la CPK dans le sang pour voir s'il y a une atteinte musculaire objective. Si la CPK est normale et que la douleur est supportable, on peut tenter de continuer le traitement et de surveiller, car souvent les symptômes s'estompent. Mais si la douleur est trop gênante, eh bien, votre médecin pourrait vous proposer d'arrêter temporairement la statine pour vérifier que c'est bien elle qui est la cause de vos symptômes.
à savoir, est-ce que les douleurs disparaissent? Ensuite, on peut essayer une autre statine. Par exemple, si la simvastatine vous faisait mal, on pourra essayer la pravastatine ou la rosuvastatine ou encore l'atorvastatine, qui parfois sont mieux tolérées. Donc en effet, les statines hydrophiles, comme la pravastatine ou la rosuvastatine, pénètrent un peu moins dans les muscles, ce qui pourrait réduire les myalgies chez certains patients sensibles. On peut aussi jouer sur la dose, utiliser la dose minimale efficace, voire tenter un schéma de prise un jour sur deux, éventuellement si nécessaire. Et dans la majorité des cas, on réussit à trouver une statine et une posologie que le patient va supporter. Pour les très rares patients qui ont une intolérance complète à toutes les statines, rassurez-vous, il y a d'autres classes médicamenteuses pour baisser le cholestérol et on les a vues là il y a 15 jours, à savoir ezetimibe, résine et plus récemment les anti-PCSK9. Mais on réserve ces solutions au cas où vraiment aucune statine ne passe, car aucune n'a l'ensemble des bénéfices démontrés des statines. Un mot sur le coenzyme Q10 en complément alimentaire, puisque je sais que certaines personnes vont me poser la question, et je vais tenter d'y répondre. Vous entendrez parfois que prendre du coenzyme Q10 pourrait aider à prévenir les douleurs musculaires sous statine, puisque la statine en diminue le taux. Mais malheureusement, les études à ce jour n'ont pas montré de bénéfices concluants du coenzyme Q10 en préventif ou en curatif des myalgies sous statine. Cela reste évidemment étudié, mais ça n'est pas encore un remède miracle, en tout cas validé. Parlons des autres effets indésirables sur le foie, le diabète et la mémoire. Sur le foie, on sait que les statines peuvent entraîner des petites élévations des enzymes hépatiques, les transaminases, chez environ 1 à 3% des patients. C'est généralement asymptomatique et c'est réversible à l'arrêt du traitement. Les vraies hépatites toxiques sévères dues aux statines sont extrêmement rares. Par précaution, on dose les transaminases quelques semaines après le début du traitement pour vérifier qu'elles ne vont pas monter à plus de 3 fois la normale, qui est un seuil à partir duquel on devra, en tout cas on va préférer interrompre le médicament. Mais dans la grande majorité des cas, il n'y a pas de souci et aucune atteinte hépatique à long terme n'a été signalée aux doses usuelles. Il est même inutile, selon les recommandations actuelles, de répéter sans fin les bilans hépatiques si le premier est normal, car le risque d'hépatopathie tardive est très faible. Sur le diabète, c'est un point souvent débattu. Les statines, en particulier à forte dose, semblent légèrement augmenter le risque de développer un diabète de type 2 chez des personnes qui sont déjà à la limite qu'on appelle prédiabétiques. Les études ont montré une petite augmentation qui existe de la glycémie et de l'hémoglobine glyquée sous statine. Et concrètement, on estime que traiter 255 patients pendant 4 ans provoquerait un cas de diabète en plus par rapport à l'absence de traitement. En pourcentage, cela correspond à environ un risque relatif de diabète accru de 9 à 12%. Dit comme ça fait peur, mais il faut le mettre en perspective. Ces mêmes 255 patients qui ont été traités vont éviter dans ce laps de temps entre 5 et 10 événements cardiovasculaires majeurs, infarctus ou AVC. Et donc, le bénéfice net va largement en faveur des statines, même en prenant en compte ce petit surrisque de diabète. Et d'ailleurs, comment les statines favorisent légèrement ce diabète? Ça n'est pas totalement élucidé, mais des pistes, en tout cas, on pense que c'est lié à une légère réduction de la sensibilité à l'insuline au niveau musculaire et hépatique, peut-être via la voie du mévalonate également. Mais quoi qu'il en soit, cela ne doit pas décourager de traiter un patient à haut risque cardiologique. On va surveiller sa glycémie au fil du temps et avec des mesures d'hygiène et de vie, d'activité physique et de régime, on va aussi pouvoir compenser ce petit effet métabolique. Qu'en est-il de la cognition, la mémoire, les fonctions exécutives, etc. Certaines personnes ont rapporté des troubles de la mémoire ou de concentration sous statine, ce qui a évidemment fait la une des médias. Les autorités de santé américaines, la FDA, a même ajouté une mention dans le dossier des statines qui signalait de possibles atteintes cognitives réversibles chez quelques patients,
Toutefois, les études systématiques n'ont pas retrouvé de différence notable de fonction cognitive entre les utilisateurs de statine et les non-utilisateurs, y compris sur le long terme. Les essais cliniques n'ont pas montré d'augmentation du risque de démence ou de déclin cognitif, et même au contraire, il y a des données rassurantes, même avec des LDL très bas obtenus par statine, on n'observe pas plus de problèmes de mémoire. La difficulté, c'est que les troubles cognitifs légers peuvent survenir avec l'âge et diverses causes, donc percevoir un lien n'était pas évident. Actuellement, on considère qu'il n'y a pas de preuve que les statines altèrent la mémoire ou provoquent la maladie d'Alzheimer. Si un patient évidemment ressent un brouillard mental qu'il va attribuer à la statine, on va pouvoir toujours vérifier en arrêtant puis en reprenant le traitement, de voir si cela se reproduit. Autres effets. Parfois, les statines peuvent causer de petits troubles digestifs, nausées ou constipation en début de traitement, mais c'est rarement durable. Certaines personnes signalent aussi des troubles du sommeil ou des rêves agités, mais là encore, c'est difficile de savoir si c'est le médicament ou s'il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer cela. À haute dose, la statine peut légèrement augmenter le taux des transaminases, notamment musculaires, sans symptômes, mais en tout cas, ça n'est pas dangereux en soi. Ça reflète juste un turnover musculaire accru, possiblement lié à l'effet sur le muscle. Aussi, un effet rare mais documenté, c'est la survenue de myopathie auto-immune nécrosante associée aux statines. Dit comme ça fait peur, mais en fait, c'est une réaction immunitaire où le corps va développer des anticorps contre l'enzyme HMG-CoA réductase au niveau musculaire, ce qui va provoquer une myopathie sévère et persistante, même après l'arrêt du traitement. C'est extrêmement rare, mais c'est sérieux, et ça nécessite des immunosuppresseurs pour traiter cette myosite. Ça n'est pas un effet toxique direct, mais c'est un phénomène immunologique qui est imprévisible, comme cela peut arriver avec d'autres médicaments. Pour finir sur une note rassurante, rappelons que dans l'ensemble, les statines sont l'une des classes de médicaments les mieux étudiées et les mieux surveillées. Des dizaines d'essais randomisés et d'études de suivi ont confirmé leur profil de sécurité qui était acceptable sur des durées de 5, 10, voire parfois 20 ans. Par exemple, pas d'augmentation du risque de cancer à long terme. C'était une crainte qu'on avait initialement vu que le cholestérol est présent dans toutes les cellules, mais les données sont claires. Il n'y a pas de hausse de cancer, même avec des LDL très abaissés. Pas d'effet néfaste sur les taux d'hormones, notamment stéroïdes, les hormones sexuelles non plus, car le foie synthétise suffisamment de cholestérol pour maintenir les fonctions essentielles. Bref, si on surveille convenablement et qu'on ajuste en cas de gêne, le rapport bénéfice sur risque des statines reste extrêmement favorable pour la prévention cardiovasculaire, ce que les autorités sanitaires du monde entier soulignent. Après avoir passé en revue comment fonctionnent et agissent ces médicaments, intéressons-nous maintenant aux différentes statines disponibles et donc à leurs caractéristiques propres. Toutes les statines ne sont pas exactement identiques. Il y en a certaines plus puissantes, certaines qui vont être lipophiles, c'est-à-dire qui vont pouvoir se mélanger avec les graisses, ou d'autres hydrophiles, c'est-à-dire hors des graisses, dans l'eau, et qui peuvent avoir aussi des durées d'action un peu différentes. Voyons cela. Les principales statines donc sur le marché, en comparaison et en particularité. Plusieurs statines sont aujourd'hui disponibles en thérapeutique et même en version générique pour la plupart, ce qui a permis de les rendre accessibles au plus grand nombre. Les principales molécules utilisées en France et dans le monde sont la simvastatine, la pravastatine, la torvastatine, la rosuvastatine, la fluvastatine et plus récemment la pitavastatine. À ces noms en statine, qui se terminent par statine, on pourrait ajouter la lovastatine, qui est historique mais peu utilisée en Europe. Toutes ces molécules partagent le même mécanisme d'action, à savoir inhiber l'HMG-CoA réductase et donc globalement les mêmes effets bénéfiques. On parle d'effets de classe. Mais en tout cas, elles vont différer par leur puissance pour baisser le LDL cholestérol, leur pharmacocinétique, c'est-à-dire leur absorption, leur métabolisme, leur solubilité, leur élimination, leurs interactions médicamenteuses éventuelles et quelques différences de tolérance ou d'effets secondaires. Dressons donc un portrait rapide de chacune.
La simvastatine, c'est l'une des premières statines mises sur le marché. Elle est dérivée de la lovastatine naturelle, elle est lipophile, elle est activée dans le foie. À 20 ou 40 mg, elle va réduire le LDL de 30 à 40% comme dans l'étude 4S, qui a donc marqué un tournant dans la prévention cardiovasculaire secondaire. Aujourd'hui, on évite la dose de 80 mg à cause d'un surrisque musculaire. Elle se prend plutôt le soir et attention aux interactions médicamenteuses, notamment le cytochrome CYP3A4, puisque certains antibiotiques, antifongiques ou le gemfibrozil peuvent gravement augmenter sa toxicité. Mais globalement, elle est bien tolérée et son usage reste fréquent. Ensuite, la pravastatine. Elle est hydrophile, donc moins de passage dans les muscles et moins d'interaction. Elle est éliminée en partie par les reins. À 40 mg, on obtient une baisse de 25 à 30% du LDL et plusieurs grandes études l'ont validée. WOSCOP, CARE et lipides. Elle est souvent choisie par les patients polymédiqués, qui ont beaucoup de médicaments, ou ceux qui ont déjà eu des myalgies. Sa tolérance est excellente et son impact métabolique est très faible. L'atorvastatine, elle est arrivée à la fin des années 90. Elle est très puissante, elle permet avec 10 mg une baisse de 35 à 40% et on peut même aller jusqu'à 55% pour des doses de 80 mg d'atorvastatine. C'est un pilier en prévention intensive, notamment après un infarctus. Elle est lipophile, métabolisée par le cytochrome CYP3A4, mais avec une longue demi-vie, donc une prise flexible. Et les études majeures, c'est ASCOT, CARDS, TNT, et on note un léger surrisque de diabète à des fortes doses, mais un bénéfice net majeur. Il y a également l'étude PROOVIT qui a fait grand bruit. La rosuvastatine, elle est lancée dans les années 2000 et c'est la plus puissante. À 20 mg, environ 50% de LDL et à 40 mg, jusqu'à 60% de baisse. C'est rarement des doses que l'on atteint, 40 mg, mais en tout cas, c'est une statine qui est plutôt hydrophile. Elle a une demi-vie de 19 heures, donc la prise peut être plus libre également. Elle va mieux couvrir la période de la journée. Elle est peu métabolisée par le foie, mais elle nécessite une plus grande prudence en cas d'insuffisance rénale. L'étude Jupiter a montré son efficacité même en prévention primaire et Astéroïde, l'étude qui a découlé ensuite, a révélé une possible régression même des plaques. Elle est recommandée en prévention secondaire intensive également et elle est très bien tolérée aux doses modérées. À plus forte dose, elle peut donner des protéinuries bénignes mais sans toxicité rénale. La fluvastatine, c'est la moins puissante. À 40 mg, on baisse le LDL de 20 à 25% et jusqu'à 30% pour la forme LP 80 mg. L'étude clé, c'est l'étude LIPS, en prévention post-angioplastie. Elle est très bien tolérée, elle a peu d'interactions, mais elle est quand même un peu moins utilisée aujourd'hui, sauf cas particulier. Voilà, un panorama rapide des statines. Et si vous avez des questions ou des expériences à partager, n'hésitez pas à m'écrire ou à commenter sur la vidéo. En synthèse des différences, on peut retenir que atorvastatine et rosuvastatine sont les plus puissantes avec des doses intensives possibles qui seront adaptées aux objectifs de LDL très bas en post-infarctus par exemple. Simvastatine et pravastatine sont de puissance modérée, suffisante pour beaucoup de situations de prévention courante. Pravastatine et rosuvastatine sont plus hydrophiles, donc possiblement à essayer en cas d'intolérance musculaire aux statines lipophiles. Simvastatine et atorvastatine passent par CYP3A4, donc attention aux interactions, notamment le pamplemousse et certains médicaments. Pravastatine et fluvastatine, par contre, ont moins d'interactions. Toutes nécessitent un suivi initial, un bilan hépatique, et aussi de se questionner sur les symptômes musculaires. Et toutes peuvent potentiellement provoquer les mêmes types d'effets secondaires. La fréquence va varier surtout en fonction de la dose, plus que du type, selon les données actuelles. Enfin, en termes d'efficacité clinique, toutes les statines à réduction de LDL comparable donnent des bénéfices comparables. Par exemple,
baisser le LDL de 1 g par litre avec n'importe laquelle sur 5 ans va réduire le risque cardiovasculaire d'un pourcentage similaire. C'est donc plus une question d'atteindre la baisse voulue en choisissant la molécule appropriée et la bonne dose. Un mot sur l'usage pratique. Souvent, on choisit la statine en fonction de l'objectif d'intensité. Les recommandations internationales, ACC, AHA, ESC, EAS, qui sont donc des sociétés savantes, on appelle ça comme ça, parlent de statines haute intensité, comme la rosuvastatine et la torvastatine, pour les patients à très haut risque, de moderate intensity pour la simvastatine, atorvastatine plus faible dose, également la rosuvastatine, mais aussi pravastatine et pitavastatine, 2 à 4 mg, pour les risques intermédiaires, etc. En France, on adapte aussi selon la tolérance. Par exemple, chez un patient très âgé et frêle, on ira peut-être plus volontiers vers la pravastatine modérée plutôt que directement sur de la rosuvastatine fortement dosée. Encore que chez les personnes très âgées qui n'ont pas eu du tout d'accident cardiovasculaire, il ne ressort pas de bénéfice évident de prescrire une statine chez un patient donc qui n'a pas eu d'accident. Le but, c'est d'y aller progressivement. Par contre, quelqu'un qui a une quarantaine d'années, qui a eu un infarctus, généralement pourra avoir plus directement de l'atorvastatine à 80 mg d'emblée, souvent associé à de l'ézetimibe à la sortie de l'hôpital pour frapper plus fort sur le LDL. Maintenant qu'on a dressé donc le panorama de ces médicaments, leur qualité, il est temps d'aborder un chapitre un peu plus épineux, celui des controverses et des polémiques qui ont entouré les statines. Parce que malgré les preuves scientifiques solides, ces médicaments ont été au centre de débats publics parfois enflammés et on va essayer de comprendre pourquoi. Il est assez rare en médecine qu'un traitement faisant consensus chez les spécialistes se retrouve l'objet de vives polémiques dans le grand public. C'est pourtant ce qui est arrivé aux statines, particulièrement au milieu des années 2010, où on a assisté à ce que l'on a pu qualifier de controverse du cholestérol et des statines. Cette controverse, elle a agité les médias, elle a inquiété les patients et même certains médecins s'y sont perdus. On le voit encore aujourd'hui, mais on va essayer de revenir sur ce qu'il s'est passé. Quels étaient les arguments des détracteurs des statines? Qui étaient-ils? Et comment la communauté scientifique a-t-elle répondu? Au final, qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? Alors, l'origine de la polémique. Dans les années 2000-2010, les statines sont massivement prescrites, notamment en prévention primaire. Des voix commencent à s'élever pour dire que peut-être on en ferait trop, que le cholestérol, ça n'est pas si mauvais, et que les statines, elles seraient inutiles chez certaines populations, voire même dangereuses. Deux figures en particulier vont cristalliser cette constatation en France. D'une part, le professeur Philippe Even, un ancien doyen de la faculté de médecine, et d'autre part, le docteur Michel Delorgeril, un chercheur du CNRS, cardiologue de formation, connu pour ses travaux sur le régime méditerranéen. Ces deux personnes, dans des livres grand public publiés aux alentours de 2013-2015, affirment en substance que l'efficacité des statines est surévaluée et leur risque sous-estimé, accusant au passage l'industrie pharmaceutique d'avoir exagéré le rôle du cholestérol dans les maladies cardiovasculaires. Par exemple, le professeur Even publie La vérité sur le cholestérol en 2013, où il soutient que les statines en prévention, surtout primaire, ne servent quasiment à rien. Michel Delorgeril, de son côté, parle de fiasco du cholestérol et remet en cause la pertinence même de traiter le cholestérol LDL chez beaucoup de patients. Ces idées, longtemps marginales, vont gagner une audience via les médias. En octobre 2016, une émission documentaire sur Arte intitulée Cholestérol, le grand bluff, reprend des thèses de manière très critique envers les statines. Le documentaire affirme que le rôle du cholestérol dans l'infarctus est contesté depuis des décennies, mais que l'industrie pharmaceutique a imposé le dogme du cholestérol coupable et donne la parole aux détracteurs, Even et Delorgeril, comme s'ils avaient des preuves solides, et Télérama écrira à propos de ce programme « Le dogme du cholestérol coupable est si enraciné que ses détracteurs ont toutes les peines du monde à convaincre de son innocence, même preuve à l'appui, ce qui laisse entendre qu'il y aurait de vraies preuves que le cholestérol est innocenté, ce qui n'était pas du tout le consensus scientifique. » En parallèle, en Grande-Bretagne et aux États-Unis,
D'autres médecins médiatiques, comme le docteur Assim Malhotra, cardiologue britannique, ou des auteurs d'articles dans le BMJ, British Medical Journal, critiquent l'élargissement de l'usage des statines, en particulier après les nouvelles guidelines américaines de 2013 qui augmentaient le nombre de personnes éligibles au traitement. Deux articles parus en 2014 dans le BMJ suggéraient que chez des personnes à faible risque, les statines causent des effets secondaires chez 20% des patients, chiffre qui sera plus tard démenti et corrigé. C'était une erreur d'interprétation, mais qui a alimenté le narratif des statines font plus de mal que de bien chez les gens sans antécédents. Aux États-Unis, on a vu aussi fleurir des livres et des blogs anti-statines, parfois affiliés à des mouvances anti-médicaments générales. Quels sont les arguments avancés et les perceptions du public donc? Quels étaient les principaux arguments mis en avant par les détracteurs? Et donc, on peut les résumer ainsi. Remise en cause de l'hypothèse lipidique, certains prétendaient que le cholestérol LDL ne serait pas le vrai coupable des maladies cardiovasculaires, ou du moins pas aussi important. On mettait en avant d'autres facteurs comme l'inflammation, le sucre, etc., en minimisant le rôle du LDL. Conséquence sous-entendue, baisser le LDL ne servirait à rien si le cholestérol n'est pas le vrai problème. Efficacité également contestée en prévention primaire, l'argument statine inutile chez les personnes qui n'ont pas fait d'infarctus revenait souvent. On citait de manière biaisée des chiffres absolus faibles pour dire « Regardez, si on traite 100 personnes pendant 5 ans, il n'y en a que une ou deux qui vont bénéficier vraiment des effets et les autres vont prendre un médicament pour rien. » C'est vrai que l'absolu de risque évité en prévention est plus petit qu'en secondaire. Mais c'est normal, car le risque de base est plus petit. Les opposants présentaient cela comme un scandale. 95% des gens traités n'auraient pas eu d'événement de toute façon, ce qui est une compréhension un peu spécieuse des statistiques médicales. Ensuite, on a dit survalorisation des bénéfices. Les détracteurs insinuaient que les essais cliniques auraient exagéré les résultats, voire manipulé les données, le fameux p-hacking, sélectionner des patients, arrêter des études trop tôt comme dans 4S, avec un sponsoring industriel qui biaiserait les conclusions. Michel Delorgerie est allé jusqu'à dire que les études avant 2005-2006 étaient probablement biaisées, sans apporter de preuves concrètes de fraude, mais en semant le doute. Ensuite, on disait que les effets secondaires étaient fréquents, et c'est le point certainement qui a le plus marqué le public. On a brandi l'idée que les statines provoqueraient énormément d'effets indésirables, notamment musculaires et cognitifs, par exemple. Le chiffre faux de 20% d'effets secondaires tirés du BMJ a fait les gros titres, laissant croire qu'une personne sur 5 ne tolérait pas les statines, alors que les essais montrent plutôt une personne sur 1000 qui doit arrêter pour des effets sérieux. Et des témoignages de patients disant avoir retrouvé leur mémoire ou leur forme après l'arrêt des statines ont circulé. Tout cela a donc alimenté la peur que les statines seraient toxiques. Enfin, autre élément pour les détracteurs, les conflits d'intérêts et la suspicion généralisée. Le discours incluait souvent le fait que les fabricants de statines, de grandes firmes pharmaceutiques, poussaient à élargir toujours plus les indications pour des raisons financières, quitte à médicaliser à outrance des gens qui n'en ont pas besoin. Le professeur Even accusait par exemple que l'industrie a influencé les experts pour abaisser les seuils de cholestérol et mettre tout le monde sous statine. Ce climat de suspicion a fait écho dans le public, d'autant que cela survenait dans une période de méfiance générale envers la Big Pharma, notamment après le scandale du Mediator, particulièrement en France. Qu'en est-il de la perception du public ? Donc, elle est alimentée par ces messages et elle est donc devenue confuse. D'un côté, les médecins traitants et les cardiologues continuaient de prescrire massivement ces médicaments en assurant qu'ils sauvaient des vies, et de l'autre, on voyait à la télévision ou dans des livres des experts, entre guillemets, dire que c'était inutile, voire dangereux. Beaucoup de patients ont donc commencé à douter. Docteur, est-ce que je dois vraiment prendre ce médicament? J'ai lu que c'était du poison. Certains ont donc arrêté leur traitement de leur propre chef après avoir vu ces informations. Et une étude française a estimé
qu'après la polémique de 2013-2014, environ 50 000 patients en France ont abandonné leur statine par crainte, ce qui était très préoccupant. Et en 2013, 6 cardiologues français, dont le professeur Nicolas Danchin, ont publié une lettre dans une revue de cardiologie estimant qu'un abandon généralisé des statines pourrait causer plus de 4000 accidents cardiovasculaires et plus de 1000 décès supplémentaires par an en France. Ils tiraient donc la sonnette d'alarme sur le fait que la désinformation tue potentiellement. Un article marquant s'intitulait d'ailleurs « Statine, la polémique fait-elle des victimes ?» Il relatait le cas de patients qui, influencés par les livres du professeur Even, avaient arrêté leur traitement et fait ensuite un infarctus. La Société européenne de cardiologie a également communiqué sur ce sujet. Un article de 2019 a mis en scène un patient fictif, Raymond, 59 ans, qui avait refusé les statines car il avait vu des documentaires les diabolisant et il se retrouve à faire une crise cardiaque avec la citation « C'est une erreur qui m'a presque coûté la vie » de la part du patient. C'est un moyen de sensibiliser au fait que les fausses informations véhiculées ont des conséquences réelles sur la santé. Qu'en est-il de la réponse de la communauté scientifique ? Face à cette vague de désinformation, la communauté scientifique et médicale a progressivement organisé la riposte. D'abord, en réaffirmant les faits établis. La Société française de cardiologie a publié en 2017 un document officiel pour clarifier les choses, réitérant que, oui, le LDL est bien un facteur causal de l'athérosclérose. Oui, les statines ont un bénéfice clinique incontestable, prouvé par de multiples essais totalisant plus de 300 000 patients. Et non, les effets secondaires ne l'emportent pas sur les bénéfices quand les indications sont adéquates. Ils ont donc souligné que discuter de l'utilité des statines sans reconnaître les preuves, ça n'était pas un débat scientifique, mais un jugement de valeur infondé. En clair, la Société française de cardiologie a qualifié ces polémiques de fake news médicales et a voulu y mettre fin par la pédagogie. Au niveau international, une étape importante a été la publication en 2016 dans The Lancet d'une grande méta-analyse et revue par le professeur Rory Collins et ses collègues qui est intitulée Interpretation of the Evidence for the Efficacy and Safety of Statin Therapy. Cet article de référence a passé en revue toutes les données disponibles pour contrer point par point les idées reçues et voici quelques points saillants confirmés par cette revue et d'autres analyses ultérieures. Bénéfices en prévention primaire, les statines réduisent les événements cardiovasculaires d'environ 25% par réduction de 1 mmol par litre de LDL, y compris chez les personnes qui n'ont pas d'antécédents mais qui sont à risque modéré à élevé. Sur 5 ans, traiter 1000 personnes à risque intermédiaire évite des dizaines d'événements graves. Donc, ce n'est pas 1 sur 1000 qui en bénéficie comme certains l'affirmaient, mais bien davantage. Tout dépend évidemment du risque initial. Et les guidelines précisent maintenant mieux chez qui c'est réellement utile. On ne va évidemment pas traiter un jeune patient de 25 ans en parfaite santé qui aurait un cholestérol modérément élevé, légèrement au-dessus de la norme. Par contre, un homme, par exemple, qui a 60 ans, qui fume, qui a de l'hypertension, chez qui on découvre un cholestérol élevé, évidemment, il a tout à y gagner. Ensuite, ils ont évalué qu'il n'y avait pas d'augmentation globale des effets secondaires graves. Les essais contrôlés montrent un profil d'effet indésirable similaire entre statine et placebo, excepté pour le léger excès de diabète et de myalgie chez certains. Mais par exemple, il n'y a pas plus de cancer, pas plus d'AVC hémorragique, pas de hausse d'insuffisance rénale ou autre non plus. Sur les symptômes musculaires, la revue du Lancet a insisté sur la différence entre les données en double aveugle et les perceptions en ouvert. Elle estime qu'une grande partie de la réputation statine égale douleur provient d'un biais de nocebo et que la plupart des patients ne ressentiront aucune gêne musculaire notable. Évidemment, elle reconnaît l'existence des cas de vraie intolérance, mais elle souligne leur rareté et la possibilité de les gérer en changeant de statine, etc. Enfin, en termes d'impact en santé publique, le Lancet rappelait que, rien qu'au Royaume-Uni, l'usage des statines était estimé prévenir 80 000 infarctus et AVC par an,
Collins, l'auteur, a même déclaré que la désinformation du BMJ sur les effets secondaires pourrait faire plus de morts que le scandale du vaccin ROR. Une formule choc rapportée par The Guardian, ce qui avait pour but de marquer à quel point décourager injustement les gens de prendre un médicament efficace peut avoir de graves conséquences. En France, pour répondre directement à la polémique médiatique, des initiatives ont été prises. Outre la SFC, l'Académie de médecine a publié des mises au point sur le cholestérol et la dangerosité des messages anxiogènes. Des experts ont multiplié les interviews pour la presse grand public, Allo Docteur, Le Monde, etc., pour démentir les fausses informations. Par exemple, Le Monde a titré « Polémique sur les statines, les cardiologues contestent le professeur Even ». On a expliqué que M. Even n'avait pas d'expérience en cardiologie clinique et que ses calculs étaient erronés. On a rappelé que c'était le même professeur Even qui, peu avant, avait créé une polémique en soutenant des traitements non prouvés pour d'autres maladies. Bref, on a contextualisé aussi ses propos. L'éditorial de Médecine Science en 2024 intitulé « La polémique cholestérol-statine, un exemple de fake news médicale », rédigé par le professeur Alain Tedgui, compare carrément cette affaire à celle du professeur Raoul pendant la période Covid. Il souligne que dans l'ère moderne, les idées iconoclastes en sciences sont souvent mises sur le même plan que celles fondées sur des preuves solides, car l'opinion tend à l'emporter sur la démonstration. C'est exactement ce qui s'est passé. 2 personnes charismatiques ont réussi à faire douter le public de décennies de recherche solides en jouant sur la méfiance envers l'industrie et en simplifiant les statistiques. Heureusement, on peut dire qu'aujourd'hui, la controverse scientifique est close. Il existe un vrai consensus scientifique sur le fait que les statines apportent un bénéfice majeur pour la prévention cardiovasculaire quand elles sont évidemment bien indiquées. Même la prévention primaire n'est plus guère contestée dans les cas à risque suffisant. Tout est de ne pas surtraiter évidemment les tout petits risques, ce que de toute façon les recommandations officielles ne préconisent pas. En ce qui concerne la polémique médiatique, elle s'est beaucoup tassée après 2016-2017. Le documentaire d'Arte a eu une contre-offensive massive de la part des médecins et l'effet buzz s'est estompé. Le professeur Even a été critiqué et ses thèses largement désavouées par ses pairs. Michel Delorgeril reste isolé avec son petit cercle, mais il n'est plus vraiment pris au sérieux dans la littérature scientifique dominante et ses papiers antistatines paraissent dans des revues confidentielles ou non revues par les cardiologues. Quelles sont les leçons à retenir de tout ça ? Eh bien, l'histoire des statines et de leurs controverses nous enseigne plusieurs choses. Tout d'abord, elle montre que même un médicament très efficace et sûr peut être victime de méfiance si sa diffusion devient massive et l'effet des réseaux sociaux peut évidemment amplifier cela. Inévitablement, on finit par voir aussi des aspects négatifs, réels ou exagérés, et certains peuvent aussi les monter en épingle. Ensuite, elle souligne l'importance de la communication et de la pédagogie envers le public. Pendant un temps, les médecins ont peut-être négligé d'expliquer clairement les bénéfices des statines en chiffres compréhensibles. Ça laissait le champ libre à des affirmations chocs du style « 99% des gens n'en tirent rien ». Maintenant, on met plus volontiers en avant les nombres nécessaires à traiter et les réductions de risque absolu pour que chacun comprenne ce qu'il gagne à prendre le traitement. Par exemple, dire à un patient « vous avez 20% de risque de faire un infarctus dans les 10 ans », et avec la statine, on peut faire tomber ce risque à 10-15%. C'est pas forcément parlant, mais ça signifie que sur 100 personnes comme vous, 5 à 10 infarctus seront évités grâce au traitement. Ce genre d'explication parle évidemment plus que 25% de réduction relative et ça évite aussi les mauvaises interprétations. Enfin, la réaction rapide des sociétés savantes a été déterminante pour couper court aux fake news. On a vu les cardiologues descendre dans l'arène médiatique pour défendre les statines, ce qui n'était pas un rôle habituel pour eux, mais qui a probablement sauvé des vies en dissuadant des arrêts injustifiés de traitement. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode et c'est le temps de faire une synthèse de ce que nous avons vu. On a vu
que les statines restent aujourd'hui un pilier de la prévention cardiovasculaire. Leur histoire, partie d'un champignon à Kyoto, a mené à sauver des millions de vies à travers le monde en quelques décennies. Elles ont révolutionné la prise en charge du cholestérol et prouvé que cibler ce facteur de risque réduisait effectivement les infarctus et les AVC. Si leur succès les a exposés à des polémiques, la science a su trancher. Bien utilisés, leurs bénéfices surpassent largement leurs risques. Cela évidemment ne dispense pas bien sûr d'un usage raisonné. Ce n'est pas une pilule magique à prendre en mangeant n'importe quoi derrière, et elles s'inscrivent toujours dans une approche globale où l'hygiène de vie avec un régime alimentaire, une activité physique, l'arrêt du tabac restera toujours la base. La prévention primaire et même secondaire intègre en amont toujours ces éléments, et parfois évidemment même avant le médicament. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais évidemment, lorsqu'elles sont indiquées, refuser une statine, par peur infondée, ça peut se payer cher en termes de santé. Pour un professionnel de santé comme moi qui suis cardiologue, il est évidemment essentiel d'écouter les craintes des patients, d'expliquer calmement ce qu'on vient d'aborder ensemble, savoir comment ça marche, une statine, pourquoi on la prescrit, quels sont les vrais effets secondaires et leur fréquence. En général, bien informé, le patient est rassuré et on trouve un terrain d'entente pour essayer le traitement ou en changer si besoin. Le maître mot, c'est la pédagogie et la transparence. J'espère en tout cas que ce voyage au cœur donc des statines vous aura éclairé sur ces médicaments parfois diabolisés à tort, et retenez qu'au-delà de la polémique, il y a une réalité scientifique robuste. Oui, les statines sauvent des vies en prévenant les maladies cardiovasculaires, et ce n'est pas un slogan de firme, c'est démontré par des études indépendantes. Comme toujours en médecine, c'est une question de balance bénéfice-risque qui est adaptée à chaque individu. Donc, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin, à lui poser des questions. Mieux vaut toujours s'informer à la source fiable que sur des rumeurs. Dans 15 jours, nous continuerons notre saga sur le cholestérol et je vous parlerai donc des mesures non médicamenteuses cette fois-ci et des différentes règles hygiéno-diététiques pour faire baisser le mauvais cholestérol LDL. Je pense que cela fera évidemment plaisir à beaucoup de personnes et vous serez aussi surpris. Ne croyez pas que le rôle des médecins, c'est de vous prescrire des médicaments coûte que coûte. Non, le médicament, il doit suivre scrupuleusement les indications et l'hygiène de vie, elle restera toujours à promouvoir, toujours même en amont du médicament, qu'il y ait maladie ou pas, et il faudra toujours l'aborder avec votre médecin. Mais cela sera l'objet du prochain épisode. Vous verrez, c'est passionnant. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté en plein cœur. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, YouTube ou TikTok. Et si vous avez aimé l'émission, likez, partagez cet épisode autour de vous. Laissez-moi aussi un commentaire pour me faire part des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, car c'est vous qui faites battre le cœur de ce podcast. Et rappelez-vous, si les sujets sur la cardiologie vous intéressent, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour continuer cette aventure ensemble. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de votre cœur.